Les Fables de La Fontaine, volume 3, de Jean de La Fontaine, illustré par Marie Caumont. Les Fables de La Fontaine. La mort et le malheureux. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle! Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort crut en venant, l'obligèrent en effet. Elle frappa sa porte, elle entre et se montre. « Que vois-je » cria-t-il. « Ôtez-moi cet objet. Qu'il est hideux que sa rencontre me cause d'effroi et d'horreur. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Mécénas fut un galant homme. Il a dit quelque part qu'on me rende impotent, cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive. C'est assez, je suis plus que content. Ne reviens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot et songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheur la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner commère cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point de cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, et trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du sire était d'autre mesure. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est à vous que j'écris, attendez-vous à la pareille. » L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage après Dieu le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contretemps s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin! Voyez, dit-il, où l'a mise sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin.
que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. Je crois qu'il est bon, dit-il, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent, des abeilles s'opposant, devant une certaine guêpe on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée et tels que des abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi? Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire de ces raisons, fit enquête nouvelle et pour plus de lumière entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis bientôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il donc point assez léché l'ours? Sans tant de contredits et d'interlocutoires, et de fatras et de grimoires, travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire, avec un succès doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir. Et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code, il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs, on fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les ailes écailles pour les plaideurs. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour dit au roseau: Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout pour vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.
L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble d'efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient l'empire des morts.